C'est un euphémisme, hein. La Fed, la Réserve fédérale américaine, a largement temporisé hier soir. Pas de hausse de taux, évidemment, ça, c'était pas une surprise. La Banque centrale américaine qui réaffirme, voilà, qu'elle sera patiente. Elle nous a dit plein de choses hier soir, cette Fed. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Bon, je cite, pardon, j'aime pas citer les verbatims, mais les risques plaidant en faveur d'une hausse de taux ont faibli. C'est le mot faibli qui est employé par Jérôme Powell qu'on voit là. On va se montrer patient, il l'a dit plusieurs fois. Mais c'est fou ce pragmatisme américain quand même parce que il nous a dit quand même en 3 mois, pardon, on l'a déjà dit ici, mais là on le voit, c'est encore plus criant, il nous a dit tout et son contraire. Et là il va encore plus loin, il a avalé son chapeau, l'ami Powell quand même. La dernière fois que je suis venu, je crois que c'était un peu le sens du propos. Alors, il va encore plus loin. Pour le coup, le pragmatisme froid de la politique monétaire américaine, j'ai presque envie de dire, c'est un petit peu sa prise de parole simplement de décembre qui fait tâche dans tout ça. Mais en langage de banquier central, on va dire que elle a retourné sa veste tout simplement parce qu'elle fait preuve en fait de réalisme, à savoir que ils sont pas bons aujourd'hui. Non mais ils sont preuve de réalisme. Comment en un mois on peut se déjuger comme ça? Mais alors la question sur la notion du bon ou du pas bon, quand on est banquier central, la question fondamentale c'est est-ce que votre politique monétaire est adaptée à l'environnement actuel? J'ai envie de dire ils sont bons. Ils sont bons, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés, mais ils ont corrigé le tir et qu'aujourd'hui, clairement, si elle s'était entêtée à augmenter ses taux directeurs, alors même qu'on l'évoque, c'est-à-dire qu'il y a quand même des risques financiers qui sont un peu cachés un peu partout, parce que depuis 10 ans maintenant, on a valorisé les bons comme les mauvais acteurs. Et que pour l'instant, tout va bien, on est encore sur un momentum macroéconomique aux États-Unis correct, mais s'il est amené à décélérer, et on en a déjà les premiers indices, concrètement, on va voir que les mauvais vont se révéler mauvais. Et si, dans ce même temps-là, vous avez des conditions de financement qui deviennent plus restrictives, vous risquez en fait de faire partir le bébé avec l'eau du bain et donc d'avoir une politique beaucoup trop procyclique, à savoir que lorsque le cycle se retourne, la politique monétaire, elle ne doit pas être procyclique, elle ne doit pas faire que ça soit encore plus douloureux, elle doit au contraire jouer son rôle de coussin et donc devenir ce qu'on appelle contracyclique, à savoir devenir plus accommodante lorsque les choses deviennent plus difficiles. La Fed a raison. Et alors, ça peut choquer un Européen parce que nous, on a eu beaucoup de mal à implémenter finalement ce pragmatisme nécessaire à la politique monétaire. Il y a peut-être un mot qui ne va pas d'ailleurs dans la politique monétaire, c'est le mot politique. C'est-à-dire qu'on parle en réalité du pilotage des conditions de financement d'une économie, ça n'a rien à voir avec de la politique en tant que telle. Et je crois qu'il y a une confusion qui est faite, et aux États-Unis en tout cas, elle est moins faite qu'en Europe. Ouais. Alors les marchés ont entendu encore une fois avec ce terme de patience, ça a été dit explicitement encore une fois par Jérôme Powell, les marchés ont entendu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient, donc voilà, donc on a vu l'accélération, mais c'était quand on regarde la courbe hier soir, Wall Street qui monte d'un coup. En même temps, il n'a pas été précis sur la durée de cette patience, c'est normal, mais en creux, il nous prépare, alors, si j'ai bien compris, il nous prépare, Jérôme Powell, à l'idée que les futures hausses de taux, c'est mort, c'est fini, et j'ai mal compris? Non, non, mais c'est pas surprenant. On l'a déjà évoqué ensemble. C'est-à-dire qu'on a toujours été convaincus. Mais vous et moi, c'est une chose. Mais non, mais c'est mort. Mais oui, c'est mort. Pourquoi? Parce que dans les conditions aujourd'hui actuelles, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des risques qui pèsent autour de l'économie mondiale aujourd'hui, d'un ralentissement à l'autre bout du monde, plutôt chinois d'ailleurs qu'américain, qui sont là et qui pourraient entraîner en fait l'économie mondiale sur un chemin périlleux. Dans ces cas-là, il n'est pas de temps, ravalons notre chapeau, et ce qu'on avait prévu évolue tout simplement parce que l'environnement a changé. Et lorsque l'environnement est plus contraignant, il n'est pas illégitime de changer son fusil d'épaule. Pour moi, ça s'appelle de l'adaptation panique pas un peu, franchement, que du reniement. Pardon ? Elle panique pas un peu, la Fed, avec ses pris encore une fois à rebours avec ces marchés qui ont décroché, marchés américains qui ont décroché. Alors, c'est intéressant parce que là, pour le coup, on est plus sur de la communication indirecte. Est-ce qu'elle panique? Est-ce qu'il y a des raisons de paniquer? C'est surtout ça la question. C'est-à-dire que nous travaillons sur des données qui sont des données économiques. La Fed, en fait, est au centre du système monétaire américain et ça peut être intéressant. C'est-à-dire que quand même, ce virage un peu brutal traduit peut-être leur conviction forte qu'aujourd'hui, il y a des poches de risques, notamment d'un point de vue financier et de crise financière, qui se sont multipliés au cours des dernières années, voire des derniers mois, et qu'aujourd'hui, il est bien plus risqué de s'entêter à rendre une politique monétaire restrictive aux États-Unis, parce que ça pourrait, provoquer une crise financière d'une ampleur que nous n'avons pour l'instant pas du tout implémentée dans nos scénarios. Elle a un bol d'air avec le pétrole, qui pour le coup a redescendu, donc l'inflation, on n'est plus dans des zones critiques qui posent problème. Après, il y a toujours cette idée des salaires, c'est heureux pour les salariés américains qui sont en hausse de 3% aujourd'hui. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a un taux de chômage qui est très bas. Certains disent que c'est ce retour de l'inflation à travers des salaires, de l'inflation domestique américain,
est un petit peu sous-estimé, que ça pourrait... Alors, nous, on n'y croit pas du tout. Alors, il peut y avoir de l'inflation salariale unitaire, mais ce qui compte, en fait, c'est est-ce qu'il y a une véritable inflation de la masse salariale globale, de l'ensemble des salaires ou des revenus qui sont distribués. Unitaire, c'est vous, quand vous travaillez, vous avez un métier et il peut y avoir des tensions de l'inflation salariale parce qu'il y a un problème d'offre. Donc, ça dépend du secteur et donc c'est toujours nombre fois prix. On peut avoir des notions d'inflation sur les prix, sur les revenus associés, mais s'il n'y a pas en fait le nombre associé, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de véritable inflation. Nous, notre point de vue, c'est qu'il est inimaginable d'imaginer l'inflation accélérée lorsqu'on a des taux de croissance qui sont en train de ralentir. Et toutes les prévisions, dont les nôtres, en fait, le projettent. C'est-à-dire que le ralentissement de la croissance américaine est naturellement antinomique avec l'accélération de l'inflation, si ce n'est de poche d'inflation dans des secteurs d'activité bien précis où il y a un problème d'offre. Donc rien de grave, docteur. Du point de vue de l'inflation salariale. Mais non, mais ça, on le dit depuis, mais ça va durer 10 ans. Hein. Okay, pas de scoop. Dans des sociétés qui vieillissent, imaginez qu'il y ait des tensions inflationnistes durables. C'est une hérésie. Est une erreur de jugement, surtout une erreur de diagnostic, parce que l'inflation n'est pas une cause, c'est toujours une conséquence. Sans compter les ruptures technologiques il faut comprendre que l'inflation, c'est une chose toute simple. C'est qu'en gros, elle traduit l'augmentation de la demande et le temps nécessaire pour l'outil de production de la servir. Si la demande n'augmente pas, et ça c'est notre conviction profonde, il n'y a aucune raison pour que, en gros, ça génère de l'inflation parce que l'outil de production est déjà proportionné pour la servir. Bon, on a posé un peu le cadre. Après, vous avez vu le titre de cette séquence, c'est cette question cruciale à laquelle la Fed va devoir répondre clairement. Parce que c'est un sujet dont on parle peu, c'est le dégonflement, c'est le bilan de la Fed. Et c'est un truc, c'est important parce qu'il faut rappeler, donc elle a un bilan dans lequel il y a des actifs, l'actif, le passif, et dans les actifs, il y a tout ce qu'elle a pu acheter pendant la crise pour essayer... Pas que pendant la crise, hein, et même depuis 10 ans. Mais ça fait 10 ans, elle a continué à acheter. Elle avait un bilan qui faisait une taille de 800 milliards de dollars, qui est monté à 4 500 milliards. Elle a acheté des titres obligataires, des titres hypothécaires pour faire baisser les taux d'intérêt, contrôler un peu la courbe. Elle a fait de l'administration de prix, donc exactement, pour relancer l'investissement, la consommation, etc. Sauf qu'après, derrière, voilà, elle nous a dit qu'elle a commencé à réduire son bilan de 50 milliards de dollars tous les mois parce qu'elle ne réinvestit pas dans les titres. Les titres, c'est l'obligation, il y a une échéance, quand elles arrivent à maturité, elle peut réinvestir ou ne pas réinvestir. Là, elle ne réinvestit plus, donc ça dégonfle à hauteur de 50 milliards de dollars. Elle n'intervient plus sur le marché, donc on retrouve des niveaux de prix qui sont des prix de marché. Et encore une fois, un bilan qui se dégonfle, c'est mauvais pour les marchés. On sait que c'est quelque chose qui fait un peu peur. Non, parce qu'il y a un truc qu'on voit pas, qu'on voit moins, il faut l'expliquer parce qu'on le dit, mais on regarde tous les taux d'intérêt à 10 ans américains, on se dit on est à 2,75, donc ça n'a pas d'impact, ce dégonflement du bilan, puisque les taux d'intérêt ont plutôt tendance à baisser. Mais ce qu'il faut regarder, c'est pas le spread, mais le coût de financement des entreprises américaines, des ménages américains. Rapidement le mécanisme et pourquoi ça a un impact très fort, et là, juste, mais de manière indirecte et pas directe. Juste, et donc cette question, elle a dit, la Fed hier, il a dit, Jérôme Powell, qu'elle était prête à ajuster le rythme de dégonflement, de réduction de son bilan de 50 milliards. Elle ouvre des perspectives parce que c'est quelque chose qui ne plaît pas au marché. Ça s'appelle un QE, hein. C'est-à-dire que réinvestir finalement un petit, mais oui, c'est-à-dire que vous avez... Non mais à mon sens, ça a d'ailleurs pourquoi c'est négatif? On reste sur l'explication. On donne plein d'infos là. Ça a d'ailleurs plus d'importance probablement que d'arrêter d'augmenter ses taux directeurs. C'est-à-dire qu'il laisse... Pourquoi? Pourquoi pour le point des mortels, c'est pas... Sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, il faut être très concret. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, le quantitative easing? C'est-à-dire quand vous achetez ou vous réinvestissez ce qui arrive à échéance que vous aviez dans votre bilan quand vous êtes une banque centrale. Pour acheter de nouvelles obligations. Quel impact ça a? Donc oui, vous achetez prioritairement des obligations d'État. Donc vous dites, normalement, ça doit faire baisser les taux d'intérêt. J'augmente la demande d'obligations d'État, et donc ça devrait faire baisser les taux d'intérêt. Mais la réalité, c'est qu'en fait, l'impact que ça a eu, c'est moins sur les taux d'intérêt que sur tout le reste. Parce qu'il faut avoir en tête que le monde des marchés financiers, c'est comme en gros une épargne à disposition qu'il faut investir dans quelque chose. Et donc les gens qui investissent sont les grands investisseurs, des sociétés de gestion, des assureurs, des caisses de retraite, des mutuelles. Et donc nous sommes face en fait à un gâteau d'épargne à investir et qu'il faut investir dans quelque chose. Le concept des quantitative easing, c'est que la Banque centrale, elle aussi voulait investir. Elle investit dans les obligations d'État essentiellement et un peu d'entreprise. Quand elle l'a fait, elle a provoqué quoi? Tous les autres, les investisseurs traditionnels qui ont l'épargne à investir, eh bien, ne pouvaient plus acheter de l'obligation d'État. Et donc, elles se sont déportées sur tout le reste. L'obligation d'entreprise, vous l'évoquiez, ça rapportait pas grand-chose. Mais peu importe, il faut bien que ça soit capté par quelque chose, cette épargne. Donc ça a déformé tous les prix. C'est-à-dire que le concept de base, le quantitative easing, qui consiste à une banque centrale à acheter des obligations souveraines, a un impact plus important sur tout le reste des actifs parce qu'elle a forcé du coup les investisseurs traditionnels.
traditionnelle. Et c'est son objectif. Alors oui, mais sauf que c'est de la pure administration de prix. Et quand vous arrêtez d'acheter les obligations d'État, tout le monde vous dit on va donc vers un crack obligataire vu que la Banque centrale n'achète pas d'obligations d'État. Eh bien non. Enfin 50 milliards de dollars en moins tous les mois. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il se passe quoi? Les investisseurs traditionnels qui ne pouvaient plus acheter d'obligations d'État parce qu'elles étaient plus disponibles, maintenant il y en a, ils font quoi? Ils vont acheter cela. Et donc, quand ils achètent cela, ils n'achètent pas tout le reste. Et donc, c'est le reste. C'est les obligations. C'est les actions qui baissent lorsqu'on arrête le quantitative easing. C'est les obligations high yield, d'entreprises high yield, à haut rendement, qui pâtissent de tout ça. Et c'est donc, en fait, tous les actifs alternatifs, les actifs dits risqués, qui sont les premiers perdants de l'arrêt d'un quantitative easing, de la réduction de la taille du bilan. Ça, c'est sur l'impact financier, sur l'impact sur l'économie réelle. Eh bien, à travers les taux, point. À travers les conditions de financement des entreprises. Ou des particuliers. Et c'est très procyclique. Assez peu. Sur les particuliers, les mortgages, le spread, un peu, mais pas beaucoup. Oui, mais c'est la traduction, en fait, de l'augmentation des taux directeurs, pour le coup. Mais surtout à travers les entreprises. Alors, là où c'est dangereux, c'est que celles pour lesquelles les conditions de financement deviennent les plus défavorables sont les acteurs les plus à risque. C'est-à-dire que les obligations d'entreprise, le high yield, c'est les entreprises qui ont le moins bonne signature. Ça veut dire quoi? Et qui ont vu leur coût de financement probabilité de défaut, donc en gros celles qui sont les moins en forme. Et donc malheureusement, le double effet qui se coule, vous avez ralentissement économique, vous avez des conditions de financement pour les acteurs les plus fragiles qui commencent à se restreindre. Alors attention, et c'est pour ça que je pense la Fed, et d'ailleurs elle l'a évoqué dans son discours, elle dit bien que attention, nous sommes un peu inquiets aujourd'hui, surtout à travers la classe d'actifs obligataires à haut rendement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelle est la capacité des entreprises déjà fragiles dans des conditions d'exercice qui sont plutôt favorables à supporter à la fois ralentissement économique et conditions de financement plus restrictives? Et bien la réponse est attention. Les plus fragiles sont en danger. Et donc taux de défaut potentiel. Et après derrière, vous avez un effet d'entraînement qu'il faut absolument éviter. Et c'est pour ça qu'elle ouvre aujourd'hui la Fed la question de la vitesse de réduction de son bilan pour ne pas mettre plus en difficulté encore les entreprises qui sont high yield. Elle redonne un message très concret. C'est qu'elle est prête à relancer son quantitative easing. Parce que le concept même de dire je réinvestis ce qui arrive à échéance, c'est donc investir à nouveau. Un micro QE. Un micro, mais dire que on était dans la psychologie, en tout cas des investisseurs, sur hausse des taux directeurs et disparition définitive des QE. Eh bien, en très peu de temps, à juste titre, à mon sens, la Fed a donné le message. Elle n'a rien dit clairement. C'est là où je dis pourquoi la question à laquelle elle devra répondre clairement, la Fed, elle ouvre le dossier parce qu'il faut y aller doucement et tout. Mais c'est ça. C'est le concept du banquier central. C'est d'abord, il communique, il voit si le simple fait d'en parler a un impact. Par contre, si elle en a un, elle n'aura pas besoin de le faire. Si elle n'en a pas, il faudra probablement passer par là. Donc elle est en train de répondre à cette question en disant finalement, oui, on va faire preuve de pragmatisme. On va arrêter de réduire la taille du bilan. Toutes les tombées obligataires, on va réinvestir. David, soyons clairs. Vous croyez vraiment que si le ralentissement s'accélère aux États-Unis, vous pouvez avoir une dissociation de la politique budgétaire, de la politique monétaire? La réponse est non. Et donc, vous verrez, si jamais ça devient plus difficile et les conditions deviennent plus difficiles aux États-Unis, avec une fin de cycle, la politique monétaire deviendra bien plus accommodante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et peu importe de ravaler son chapeau. Donc les hausses de taux sur 2019, c'est terminé. Le prochain mouvement, c'est quoi? C'est une petite hausse de taux quelque part en 2019 ou c'est peut-être rien et une baisse en 2020? Alors, on va rester sur des horizons de projection. Là, donc tout ça dépendra de l'évolution, en fait, en tout cas de l'ampleur du ralentissement économique américain. Il y a quand même des prix du pétrole qui ont baissé. Voilà, bon, tout ça fait qu'on n'est pas sûr du pire tout de suite. Mais concrètement, la raison voudrait qu'on s'arrête sur les taux directeurs à ces niveaux-là. On ne bouge pas, on regarde ce qui se passe et en fonction de ce qui se passe, on fait un petit QI sur le... On verra s'il y a besoin ou pas. Mais si sur la partie la plus risquée des actifs, ça se dégrade très vite ou trop vite, là, il faudra mettre en place une politique contracyclique et il n'y a pas d'autre solution, mon bon monsieur, que d'aller vers des politiques de, à nouveau, administration de prix en étant acteur sur le marché. Voilà, j'espère qu'on a été clair sur tout ça. J'espère. On a donné plein d'infos là quand même pour le coup. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci David. Pour ces explications signées par Monseigneur Pierre Sabatier, donc président du cabinet PrimeView. PrimeView que dis-je. Merci beaucoup. Merci.